On y pense rarement, hein, mais juste sous nos pieds, il y a tout un labyrinthe de tuyaux qui gèrent nos eaux usées. C'est une infrastructure essentielle, mais qu'on ne voit jamais. Sauf, bien sûr, quand ça tourne mal. La question, c'est comment on fait pour surveiller ce monde complètement caché. Allez, on va plonger ensemble dans les technologies qui, justement, rendent cet invisible visible. Et quand ça tourne mal, eh bien, voilà le résultat. Les conséquences, elles, sont tout de suite visibles. Ce qu'on voit là, c'est un rejet polluant qui part directement dans une rivière. C'est précisément ce que les systèmes de surveillance modernes essaient d'empêcher. Parce que l'enjeu, il est énorme. C'est carrément la santé de nos rivières, de nos écosystèmes. Ok, alors pour bien comprendre comment on mène cette bataille, voilà notre parcours. D'abord, on va regarder de plus près cette fameuse menace invisible. Ensuite, on verra l'obligation légale de surveiller tout ça. Puis, on jettera un œil à la boîte à outils des ingénieurs, ce qu'ils utilisent concrètement. On parlera aussi de comment rendre les égouts intelligents, de la construction de jumeaux numériques, et pour finir, bien sûr, la question qui fâche, combien ça coûte ? Allez, on commence. C'est quoi au juste le défi ? Eh bien, c'est de gérer cet immense labyrinthe souterrain, qui est aussi vital qu'il est complexe. La question, au fond, elle paraît simple. Comment on fait pour surveiller une ville entière de canalisation sous terre ? Mais la réponse, elle est hyper complexe. Pensez-y, on parle de milliers de kilomètres de tuyaux. Comment on peut savoir ce qui s'y passe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Comment on détecte une fuite, une panne ou pire un déversement volontaire ? Et voilà à quoi ressemble le terrain de jeu. Là, on est carrément à l'intérieur d'un déversoir d'orage. C'est un milieu, humide, corrosif, pas facile d'accès du tout. Et pourtant, c'est là, dans ces conditions, qu'il faut installer des capteurs et réussir à obtenir des données fiables en temps réel. Pas simple. Bon, face à un défi pareil, les autorités ont dû taper du poing sur la table. On est passé de simples suggestions à une vraie, pure et simple obligation légale. Le mot magique ici, c'est autosurveillance. L'idée est simple. La question n'est plus de savoir si les villes doivent surveiller leur réseau, mais comment elles doivent le faire. C'est devenu obligatoire. La loi leur impose de mettre en place des systèmes pour mesurer, enregistrer et signaler en continu ce qui se passe sous terre. Mais attention, c'est une obligation qui est nuancée. La loi n'exige pas la même chose de tout le monde. Ça dépend de la charge polluante du réseau qu'on mesure avec un indicateur appelé DBO5. Pour faire simple, si un réseau gère une pollution modérée, on demande au minimum de mesurer la durée des débordements et d'estimer les volumes. Par contre, si la charge est élevée, là plus le choix, il faut mesurer précisément et en continu les débits. La différence est énorme. D'accord, mais concrètement, comment on fait pour mesurer tout ça ? On va ouvrir la boîte à outils de l'ingénieur. Et on commence par les bases, le génie civil. Alors, tout part de l'hydraulique, la base de la base. À gauche, ce qu'on voit, c'est un déversoir. Imaginez une sorte de petit barrage très précisément calibré. L'idée, c'est qu'en mesurant juste la hauteur de l'eau qui passe par-dessus, on peut calculer le débit. C'est malin. Et à droite, un collecteur qui sert simplement à rassembler plusieurs flux. En fait, ces aménagements, c'est la plomberie indispensable pour pouvoir ensuite poser des capteurs qui donneront des mesures fiables. Et voilà à quoi ça ressemble en vrai, sur le terrain. Ça, c'est une armoire de surveillance typique. Toutes les infos des capteurs qui sont en bas, dans le réseau, remontent jusqu'ici. Dedans, il y a toute l'électronique, ce qui enregistre les données, parfois même un système qui peut prélever des échantillons d'eau automatiquement. Et bien sûr, le modem, pour tout envoyer à distance. Bon, on a vu le génie civil, l'électronique. Maintenant, on fait un bond en avant. On passe de la mécanique pure à l'intelligence. Comment est-ce que les technologies modernes, comme l'Internet des objets, l'IoT, viennent révolutionner tout ça ? Un super exemple, c'est le projet Micromol. Là, on part d'un système IoT qui a été pensé dès le départ pour fonctionner tout seul dans l'environnement hostile des égouts. L'idée, c'est de déployer un réseau de petits capteurs intelligents qui non seulement mesurent, mais communiquent et sont capables de détecter des problèmes tout seuls, en temps réel. Alors, comment ça marche, cette détection d'anomalies ? En fait, c'est un processus en 4 étapes, assez simple dans son principe, mais très puissant. D'abord, bien sûr, il faut mesurer. Des capteurs relèvent en continu des trucs comme le pH. Ensuite, et c'est là que ça devient intéressant, un algorithme va apprendre ce qui est normal. Il observe les variations habituelles au fil de la journée. L'étape 3, c'est le cœur du système, détecter l'anomalie. Si d'un coup le pH chute, l'algorithme le voit tout de suite parce que ça sort de la norme qu'il a apprise. Et enfin, étape 4, alerter et prélever. Le système envoie une alarme et peut même déclencher un prélèvement d'échantillons pile à ce moment-là pour analyser en labo. Avoir des capteurs à des points précis, c'est déjà super. Mais pour vraiment piloter tout le réseau, il faut passer au niveau supérieur. Et ce niveau, c'est la modélisation, la simulation de tout le système. Ce qu'on a sous les yeux, c'est l'interface d'un logiciel qui s'appelle SWMM.
C'est un outil très puissant qui permet de faire quelque chose d'assez fou. Créer un jumeau numérique de tout le réseau d'égouts d'une ville. C'est-à-dire qu'on recrée virtuellement chaque tuyau, chaque pompe, chaque canal, tout le système, mais dans un ordinateur. Et à quoi ça sert d'avoir un jumeau numérique? Eh bien, à plein de choses. On peut simuler l'arrivée d'un énorme orage et voir exactement où le réseau va déborder. On peut suivre le trajet d'un polluant. Et surtout, on peut tester des solutions avant de les construire. Par exemple, et si on construisait un nouveau bassin ici? Est-ce que ça résoudrait le problème? On lance la simulation et on a la réponse, avant même d'avoir posé la première pierre. Toute cette technologie, c'est vraiment impressionnant. Mais bien sûr, ça ne tombe pas du ciel, ça a un coût. Alors parlons un peu argent, parlons des réalités concrètes de l'installation de tout ça. Regardons un exemple de devis pour équiper un seul site de surveillance. On a l'armoire électrique, la sonde à ultrasons, la station pour envoyer les données. Quand on additionne tout ça, on voit que la facture grimpe vite. On arrive à un total de plusieurs milliers d'euros. Et ces 4 600 €, il faut bien garder en tête que c'est pour un seul point de mesure. Maintenant, imaginez une grande ville. Elle n'a pas un seul point à surveiller, mais des centaines, parfois des milliers. Faites le calcul. L'investissement total devient absolument colossal. Et attention à une idée reçue, on pourrait croire que ce sont les plus gros tuyaux qui coûtent le plus cher à équiper. Eh bien, pas forcément. Parfois, un tout petit site, mais qui est très difficile d'accès ou dont le fonctionnement est très tordu, peut coûter beaucoup plus cher à instrumenter qu'un gros ouvrage tout simple. Du coup, la vraie intelligence, ce n'est pas de mettre des capteurs partout, mais de savoir où investir l'argent en priorité. Et pour prendre cette décision, c'est un vrai travail d'équilibriste. Il faut croiser 3 types d'enjeux. L'enjeu technique, bien sûr, l'enjeu environnemental, est-ce que le point de rejet se trouve dans une zone naturelle sensible? Et enfin, l'enjeu humain, est-ce qu'il a une plage ou une prise d'eau potable juste en aval? C'est en pesant tout ça qu'on décide où agir. Et tout ça nous amène à une question finale. On parle beaucoup de smart cities, de villes intelligentes avec des capteurs pour le trafic, l'éclairage. Mais est-ce que la véritable intelligence, au fond, ce ne serait pas d'investir de manière tout aussi smart dans ces réseaux qu'on ne voit pas, ces infrastructures qui sont pourtant vitales pour nous protéger, pour garantir la qualité de notre eau? La question reste posée.